Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C41 Pédologie. Cette 8e séquence sera dédiée à l'alimentation en eau et sa relation avec les arbres et le sol. Ce sera la première partie des 2 vidéos sur ce sujet. Nous allons commencer par expliciter un peu les besoins en eau des arbres forestiers. L'alimentation en eau est un facteur essentiel de productivité forestière. On voit sur cette carte de la rhume en France qu'il y a de grandes disparités sur cette rhume qui permet de savoir si les arbres ont assez à boire. Nous verrons cela en détail dans la suite de cette vidéo. Cela conditionne donc la répartition des essences forestières, plus ou moins exigeantes, avec la notion de productivité, mais également en jeu la notion de survie quand il y a de faibles réserves utiles. La disponibilité en eau l'été est insuffisante, dans des conditions moyennes en France bien sûr. Cela signifie qu'il y a un déficit hydrique estival. Donc si printemps, automne et hiver, on a suffisamment d'eau quand on a un arbre, en été, on va manquer d'eau. En exemple, une futaie feuillue mélangée va consommer chaque année 5000 m3 d'eau par hectare, c'est énorme. Et une futaie de chêne Cécile hêtre, un peu moins exigeante, va elle consommer autour de 3000 m3 par hectare et par an. Donc il faut énormément d'eau pour assurer survie et productivité. Le sol sert de réserve et compense le déficit de pluie estivale. Ainsi, en été, nous avons vu que les pluies étaient insuffisantes. Donc le sol, c'est une réserve en eau. Quand on a une bonne réserve en eau, on peut pousser. Quand on a une mauvaise réserve en eau, on ne peut pas compenser cette sécheresse et on a des difficultés. Le remplissage se fait selon ce qu'on appelle le bilan hydrique qui sera détaillé dans la prochaine vidéo. Parlons maintenant du réservoir hydrique du sol, c'est-à-dire la réserve en eau totale du sol. L'état de l'eau dans le sol dépend des forces qui sont exercées sur elle. Évidemment, il y a la force de gravité qui emmène l'eau vers le bas. Ensuite, il y a les forces de rétention qui bloquent l'évolution de l'eau vers le bas. On a ainsi les forces d'imbibition, c'est ce qu'on va retrouver à la surface des colloïdes comme l'argile ou la matière organique, et également les forces capillaires qui vont se retrouver dans les petits interstices du sol. Donc ces forces de rétention s'opposent à la force de gravité et font que de l'eau va rester dans le sol alors même que normalement elle devrait couler vers le bas. C'est exactement la même chose qui fait que quand vous égouttez des pâtes dans une passoire, il reste de l'eau dans les trous de la passoire, même si vous soufflez dessus ou vous essayez de taper dessus. Et à l'inverse, nous aurons les forces d'aspiration exercées par les végétaux pour boire l'eau dans le sol. L'eau de réessuyage est un premier type d'eau qui s'écoule vers le bas. En effet, en cas de forte pluie, on va avoir une très grande quantité d'eau dans le sol, et dans ce cas-là, la gravité est supérieure aux forces de rétention. Cela veut dire que cette eau va globalement s'écouler vers le bas, et il n'y a pas assez de force de rétention pour empêcher qu'elle s'écoule. Donc on a de trop petites forces de rétention pour que cela s'écoule vers le bas. Globalement, donc cet écoulement de l'eau vers le bas donne ce qu'on appelle l'eau de réessuyage. Ensuite, on va avoir un moment où l'eau de réessuyage a fini de s'écouler. Donc là, à ce moment-là, on est au réservoir hydrique maximal, c'est-à-dire la quantité d'eau maximale que peut retenir le sol contre la gravité. Donc c'est le point où la gravité est égale aux forces de rétention. On a un arrêt de l'écoulement de l'eau vers le bas, et on est à ce qu'on appelle le point de réessuyage. Donc là, il y a des vides évidemment dans le sol, mais les petits vides, eux, sont remplis d'eau. C'est également la quantité maximale d'eau retenue, ce réservoir hydrique maximal. Ça dépend énormément de la texture, on le verra par la suite. Une partie de cette eau retenue est utilisable par les végétaux. C'est le moment où la succion, la force exercée par les arbres, est supérieure aux forces de rétention. Donc une partie de cette eau est utilisable, donc c'est très intéressant, mais il y a également un point en dessous duquel la succion est égale ou inférieure aux forces de rétention, et dans ce cas, l'arbre ne peut pas utiliser cette eau, il n'a pas assez de force. On est à ce qu'on appelle le point de flétrissement. L'eau est trop bien retenue dans le sol et ne peut pas être utilisée. C'est le cas par exemple à la surface des argiles. L'eau est trop retenue, ce n'est pas une eau utilisable par les végétaux. On va maintenant aborder la notion de réservoir utile maximal qui spécifie des choses. À un moment donné, l'eau utilisable par les végétaux est la réserve utile disponible. C'est donc la quantité d'eau utilisable à un moment donné. Donc à la date du 18 mai, on a une certaine quantité d'eau disponible.
et à celle du 15 août, on aura moins d'eau disponible, c'est logique. Il y a également de l'eau non utilisable, bien évidemment, en dessous du fameux point de flétrissement. On parle bien de la zone prospectable du sol pour cette eau utilisable. La zone non prospectée n'est pas prise en compte dans l'estimation de l'eau disponible. Le réservoir utile maximal est le potentiel de remplissage en eau utile du sol. Donc en gros, cela veut dire que le réservoir utile maximal, c'est la réserve utile disponible maximale. Donc ce réservoir ne varie pas. Il est entre le point de réessuyage et le point de flétrissement. Donc concrètement, le 2 mai, le réservoir utile maximal est plein, on est à la RUD, la réserve utile disponible maximale. Le 25 juin, on a toujours la même RUM. Par contre, la RUD est plus faible. Et enfin, le 15 août, on a toujours la même RUM. Par contre, la RUD devient très faible. On est bien entendu toujours en train de parler de la zone prospectable. 2/3 du réservoir utile maximal est facilement utilisable par les végétaux. Donc cela veut dire que tant qu'on boit dans ces 2/3 du réservoir utile maximal, on est au maximum de productivité. Le dernier tiers est difficile à extraire et cela entraîne évidemment une baisse de productivité. Donc on reprend notre exemple, le 2 mai, il n'y a aucun problème pour boire puisque la RUD est au max. Le 25 juin, on est encore à plus de 50% de la RUM pleine, la RUD est suffisante, on n'a donc pas de problème pour l'alimentation en eau. Et enfin, le 15 août, on est seulement à 20% de la RUM qui est disponible, la RUD est assez faible et donc elle est dans le dernier tiers, donc les arbres vont avoir du mal à l'extraire et vont avoir une baisse de productivité. On parle toujours de la zone prospectable. Calculons maintenant le réservoir utile maximal. On va calculer avec la méthode dite des textures. Donc chaque texture va être associée à un coefficient de texture qui est en millimètres par centimètre, alors sous-entendu centimètres de sol. On va prendre l'exemple avec 50 cm de sable. Pour calculer ce réservoir utile maximal, on va prendre le coefficient du sable qui est de 0,7 mm par centimètre et on va multiplier par 50 cm. Donc 0,7 fois 50 égale 35 mm de réservoir utile maximal pour cet horizon. Le coefficient maximal, c'est le limono-argileux. Pour vous donner un ordre d'idée, il est autour de 1,95 mm par centimètre. Pour chaque horizon, on va donc appliquer le calcul complet. Le rhume par horizon est égal au coefficient de rhume multiplié par l'épaisseur de l'horizon et multiplié par 1 moins le pourcentage d'éléments grossiers, puisqu'évidemment c'est un volume du sol qu'on va ôter. Attention, un pourcentage d'éléments grossiers inférieur à 10% n'est pas pris en compte dans le calcul, on va le négliger. Donc là, si on fait l'exemple avec 20 cm de limon argileux avec 25% d'éléments grossiers, on va retrouver un rhume égal à 1,95 mm par centimètre, c'est le coefficient, multiplié par 20 cm, et multiplié par 1 moins 0,25, c'est 25% d'éléments grossiers. Le total va faire 29,25 mm. Il restera à commenter ce résultat, évidemment. Le rhume total du sol est égal à la somme des rhumes de chaque horizon prospectable. On va donc faire le même calcul sur tous les horizons. L'épaisseur prospectable peut dépendre des essences. Donc attention, il faudra peut-être faire varier vos calculs. Certains horizons seront peut-être inaccessibles. Là, par exemple, on a le premier horizon du limon, le deuxième horizon de l'argile lourde, un hêtre. On va calculer la rhume pour cette essence sur l'horizon 1 uniquement. Il a de grandes difficultés à prospecter l'horizon 2. A l'inverse, sur des chênes, on considère que le rhume peut être calculé sur les horizons 1 et 2. On va ajouter à cela un forfait sur les roches fissurées. En effet, en fonction de la roche, on va pouvoir avoir une prospection racinaire qui va assurer une certaine quantité d'eau supplémentaire disponible pour les végétaux. Il faut le prendre en compte dans le calcul. Donc évidemment, plus le sol est profond, moins ce forfait va être intéressant. Mais sur des calcaires très fissurés ou sur des craies, c'est-à-dire des calcaires très tendres, ce forfait peut être très intéressant. Ainsi, prenons un exemple, 30 cm de limon sur une roche-mère de type craie, c'est-à-dire un calcaire très tendre. On va avoir une rhume de 1,75 mm par centimètre fois 30 cm de sol, c'est le coefficient fois la profondeur. Et on va rajouter un coefficient de 60 mm, on est à moins de 40 cm sur de la craie. On va donc avoir 112,5 mm.
Ce forfait fait plus que doubler le calcul de la rhume et change beaucoup de choses pour les végétaux. On va maintenant apprendre à interpréter ce réservoir utile maximal. Donc, c'est un indicateur fort du potentiel d'alimentation en eau des arbres. C'est seulement un premier indicateur, ça veut dire qu'il faudra prendre en compte d'autres éléments. Mais déjà, c'est un indicateur fort et c'est pris en compte dans les modèles climatiques actuels. Un rhume inférieur à 50 mm est mauvais. Ça veut dire que la production de bois est remise en cause. On peut avoir un autre facteur favorable qui peut entrer en jeu pour compenser ce faible réservoir, mais il va donc du coup jouer un rôle décisif puisque le rhume en lui-même est insuffisant. Un rhume entre 50 et 100 mm est correct pour des pins. Alors on utilise dans la référence les pins, on va extrapoler globalement aux résineux, mais les résineux un peu plus exigeants en eau ne trouveront donc pas leur compte. Donc c'est insuffisant pour des feuillus de production par contre, et la survie avec des rhumes de ce type-là est possible. Pour un rhume entre 100 et 150 mm, on dit qu'il est correct pour des feuillus peu exigeants. Donc ça veut dire que les feuillus à fort besoin en eau n'y trouveront pas leur compte. Par exemple, frênes, peupliers, chênes pédonculés ont besoin de plus de rhume pour assurer une bonne productivité et supporter les sécheresses estivales. La productivité reste moyenne pour les autres essences, donc on peut prévoir de la production, mais on n'aura pas trop d'attente pour ces peuplements. Enfin, un rhume entre 150 et 200 mm est correct pour des feuillus exigeants. Donc là, la croissance est diminuée pour ces fameux feuillus à fort besoin en eau, comme frênes, peupliers, chênes pédonculés. Par contre, ça sera très intéressant pour les autres essences. Enfin, le rhume supérieur à 200 mm est excellent. Donc là, c'est très bon pour toutes les essences, il n'y a pas de problème. Attention cependant au changement climatique. En effet, il va y avoir une multiplication des sécheresses et des canicules, et cela peut entraîner des soucis pour les essences les plus exigeantes. Il faudra donc surveiller leur évolution, même pour ces rhumes supérieurs à 200 mm. On va faire un exemple de calcul complet et d'interprétation. Donc prenons un sol avec 10 cm de sable argileux, 60 cm argilo-sableux avec 25% d'éléments grossiers, sur un calcaire non fissuré. Donc là, le premier calcul, c'est le coefficient 1,35 fois 10 cm, pas d'éléments grossiers, donc 1 moins 0%, on obtient 13,5 mm. Deuxième horizon, coefficient de 1,70 pour cette texture, fois 60 cm, fois 1 moins 25% d'éléments grossiers, on obtient 76,5 mm. On n'a pas de forfait puisque le calcaire n'est pas fissuré, et donc le total fait 90 mm. Il va falloir maintenant interpréter ce chiffre. 90 mm, c'est insuffisant pour la production feuillue, correcte pour des pins. Donc on va se poser la question maintenant des facteurs de compensation ou d'autres contraintes éventuelles. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on peut annoncer qu'on est sur des stations à pins, voire pourquoi pas à résineux moyennement exigeants en eau, comme des Douglas par exemple. Voilà pour cette vidéo. On a donc appris à faire des calculs de réservoirs utiles et à les interpréter. Ce sera décisif pour définir la potentialité du sol.